Un grand merci à nos trois invités de ce soir, avec qui effectivement on va parler de... Alors, on a bien compris, pour ceux qui étaient là les 3 fois, que entre les mots révision, relecture, relecture, préparation de copie, entre les maisons d'édition, entre les travailleurs du texte que nous invitons, c'est pas forcément les mêmes termes qu'on emploie. Donc moi, je vais parler de relecture, de traduction de langue rare ou éloignée du français, avec même un petit pas de côté ce soir, puisque nous avons parmi nous même une adaptatrice de texte, où c'est encore un Audrey, voilà, où finalement c'est encore une autre façon de faire qui est pas si courante, qui est très adaptée à un domaine là en particulier. Donc Audrey Lallemand, bonjour, Anne Sastourné, bienvenue, et Olivier de Somignac, bienvenue à nouveau, parce qu'Olivier faisait déjà partie de la première session en duo romancier, préparateur avec Jean-Hubert Gaillot à l'époque, mais Olivier fait de la relecture, préparation de traduction aussi. Je vais vous présenter rapidement tous les trois. Par ordre alphabétique, je ne prends aucun risque. Audrey Lallemand, donc vous relisez et adaptez des light novels. Alors peut-être qu'on définira à un moment ce qu'est un light novels japonais, mais le mot s'adapte à ces romans japonais en particulier, comme Sword Art Online, ReZero ou Danmachi. Alors, elle est forte. Pour les éditions Offelbe. On dit Offelbe, Offelbi en tant qu'indépendante. Offelbe. Ouais, ben voilà. J'ai proposé 2 solutions, c'est la 3e, c'est normal. Et donc, voilà, adaptatrice, on va découvrir ce que cache ce terme, sachant que vous avez fait des études de lettres modernes, et puis vous avez un master en sciences humaines et sociales, où vous étiez penché sur la question de l'appropriation par les adolescents, excusez-moi, j'ai un peu de fièvre, donc ça va être un peu vaseux ce soir, par les adolescents de la culture pop japonaise à travers la consommation de mangas et d'animés en France. Sans déflorer le sujet, le light novel serait un peu l'équivalent en roman du manga. Il y a quelque chose de très parallèle. Anne Sastourné, vous aussi une formation en lettres, en anglais, vous avez un peu étudié le japonais, mais on y reviendra. Et surtout, enfin, vous avez une longue carrière aux éditions du Seuil, d'abord en histoire et politique, et puis en 2005, vous devenez officiellement éditrice responsable du secteur Extrême-Orient en fiction, avec comme auteur dans votre besace, pour n'en citer que quelques-uns, Haruki Murakami, Gao Xingjiang, Moyane, etc. etc. Vous êtes aujourd'hui une retraitée plus qu'active, puisque vous continuez à éditer ces romans venus d'Extrême-Orient pour le Seuil, et puis vous avez édité 2 bandes dessinées chez Delcourt, un travail un peu différent et particulier, et puis vous êtes investi dans une maison d'édition associative qui s'appelle l'Ours de Granit, là, qui n'a plus rien à voir avec les langues rares, mais voilà, c'est une corde de plus à votre arc, à votre arc de jeunes retraités très, 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 très actives. Et puis Olivier de Solminillac, Olivier, j'ai dit que vous aviez déjà participé au cycle Convergence la première année. Olivier, vous êtes correcteur, vous êtes préparateur de copie, vous êtes par ailleurs romancier. Moi, je vous ai déjà interviewé en tant que romancier. Pour la jeunesse et pour la vieillesse, comme disent les auteurs jeunesse. Vous travaillez depuis plus de 20 ans pour l'édition, à la fois en littérature francophone, mais aussi sur des textes de littérature traduite, en sciences humaines également, pour plein de maisons d'édition. Eh bien, voilà, je vous ai présenté. Bienvenue à tous les 3. Dans son introduction, Étienne a parlé de langue rare ou éloignée du français.
Euh, Olivier, j'ai bien aimé quand on s'est appelé pour préparer la façon. Je vais commencer par vous, pour une fois. Allez, je démarre toujours par les dames d'habitude. Vous différenciez bien justement les différents types de langues sur lesquelles vous travaillez en lecture de traduction. Est-ce que vous pourriez justement nous dire comment vous les classez, vous? Oui, c'est-à-dire le concept de rareté d'une langue est en soi déjà sujet à questionnement parce que on pourrait dire que le chinois, par exemple, est une langue qui est rare dans la mesure où elle n'est pas, il n'est pas possible de la lire quand on ne connaît que l'alphabet latin, mais elle est parlée par beaucoup plus de locuteurs que les locuteurs du français. Pour prendre un exemple, ça peut être l'arabe pour les gens qui ne lisent pas l'arabe, etc. Donc, en fait, moi, je distingue trois groupes de langues, si on peut dire ça comme ça. Il y a les langues que je parle, il y a les langues que je déchiffre, c'est-à-dire que si je peux dire que je parle l'anglais ou l'italien, dans une moindre mesure l'allemand, il y a d'autres langues avec les alphabets latins que je ne peux que déchiffrer, que je ne parle pas du tout, que ce soit le polonais, le danois, par exemple. Et il y a des langues auxquelles je n'ai pas accès parce que je suis même incapable de déchiffrer la langue. Parmi celles sur lesquelles j'ai été amené à travailler, l'hébreu, l'arabe, l'ukrainien, le russe, le chinois ou le japonais. Voilà. Merci Olivier. Et effectivement, vous travaillez des textes sur, ça peut être le danois ou le polonais que vous ne parlez pas, mais effectivement, c'est l'alphabet romain, et puis toutes ces langues. Et on va justement un peu parler de ce qui est différent, puisque jusqu'ici, on avait interviewé des préparateurs et relecteurs qui comprenaient les langues, qui faisaient même pour certains des relectures ligne à ligne, hein, entre la VO et la VF. Et là, évidemment, ce soir, on ne va pas être du tout dans ce cas-là. Je réalise que je n'ai même pas salué notre public, donc bienvenue à toutes et tous. Enfin, je l'ai dit au tout début, mais je le redis maintenant. Si jamais, alors on va garder du temps à la fin pour vos questions, mais quand même, au fil de la discussion, si vous avez des questions qui sont vraiment tout à fait pertinente au moment où dans notre sujet de conversation, bah, vous passez par la conversation, justement, il y a une petite icône conversation, et moi j'essaierai d'avoir, enfin j'essaierai, je vais le faire, d'avoir un œil, écoutant les réponses de mes invités, d'avoir un œil en permanence sur ce petit fil de conversation, et je poserai les questions pour vous à nos invités, histoire de ne pas revenir dessus à la fin, alors que c'était parfait dans le fil de la conversation. Donc je m'y engage, n'hésitez pas. Voilà. Alors évidemment, Olivier vient de différencier plusieurs langues. Anne et Audrey, vous êtes sur des cas plus particuliers puisque vous travaillez sur beaucoup moins de langues qu'Olivier et vous ne travaillez finalement uniquement que sur des langues que vous ne déchiffrez pas. Anne, j'ai dit le secteur Extrême-Orient, donc principalement, il y a eu parfois d'autres langues, mais principalement le chinois et le japonais. Alors, oui. Je crois que le chinois, vous le parlez, le japonais, vous le parlez un petit peu, mais vous le lisez mal, on va dire pas. Et le chinois, pas du tout. Et Audrey, vous ne déchiffrez pas le japonais. Comment ça se passe pour vous, enfin, de démarrer comme ça face à des langues qu'on ne maîtrise pas? Peut-être la question est pour moi? Oui, oui, oui. Pour Audrey? Ce sont deux langues que je maîtrise. Je maîtrise le japonais oral, à peu près, plus ou moins, et un peu l'écrit, mais très mal, pas suffisamment pour juger d'un texte.
mais je peux me référer au texte si vraiment c'est très nécessaire. Et puis, je fréquente ces langues-là depuis très longtemps. Donc, je dirais que c'est plus, je baigne dans la culture chinoise, dans la culture japonaise, beaucoup, ce qui aide énormément. Donc, même si je n'ai pas accès à l'écrit directement, notamment en chinois, j'ai quand même un outil, voilà, et une facilité à rentrer dans le texte, et dans la traduction, avoir un peu, je dirais, avoir un peu à travers la traduction. Je repère facilement, relativement facilement, les contresens, les faux sens, les traductions un peu trop rapides ou pas tout à fait, voilà, qui ont tendance à être passées un peu vite sur la question. C'est, voilà, et je dirais aussi tout simplement que c'est l'expérience. À force d'en avoir lu, je ne sais plus combien de textes asiatiques j'ai pu travailler, forcément, au fil du temps, ben, on acquiert un savoir-faire. Oui, parce que Anne, j'ai dit que vous étiez éditrice, vous êtes l'éditrice de la soirée, puisque sur ce dernier cycle, on a toujours une éditrice avec nous. Mais en fait, c'est vous qui vous ne déléguez pas la relecture de la traduction, c'est vous qui vous en occupez. Oui. Et vous avez la chance qu'au seuil, il y ait encore un préparateur de copie qui Voilà. fasse la préparation derrière votre travail d'editing. Est-ce que après, il y a encore un correcteur pour les épreuves, qui est encore une troisième personne. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que la dernière personne qui vient d'arriver, qui vient de se connecter, peut couper sa caméra et le micro est coupé, mais pas la caméra? Evelyne, pouvez-vous couper votre caméra, s'il vous plaît? Merci. Oui, merci. Audrey, comment on plonge comme ça dans ce travail? Donc vous, il y a un traducteur qui a traduit ce light novel, et quand on ne parle pas du tout le japonais, parce que finalement, vous ne travaillez que sur ces light novels traduits du japonais. Oui, en effet. Moi, en fait, je travaille surtout sur, une traduction, littérale, en fait, du texte, japonais. Bon, j'ai la chance d'avoir quand même, de bonnes relations avec les traducteurs et traductrices, avec qui je travaille, donc je peux être en contact avec ces personnes et déjà en cas de contresens potentiel, en cas de doute, en cas de quoi que ce soit, je sais que je peux contacter ces personnes-là et demander des précisions, des vérifications. Les quelques rares cas où c'est un peu plus compliqué, il y a des personnes, au sein des éditions Ophelb qui sont capables, en ayant le texte japonais également, de faire ces vérifications, d'une part. Ensuite, d'une autre, j'ai aussi accès, parce que les œuvres sur lesquelles je travaille ont aussi une version officielle anglaise, j'ai aussi accès donc aux versions anglaises des œuvres. Et donc, si vraiment il y a besoin, je peux faire une comparaison entre, la version anglaise, d'un côté, la version française que j'ai et si je vois effectivement un contresens, demander une nouvelle traduction si besoin est, ce genre de choses, quoi. Olivier ou Anne, ça vous arrive, vous aussi, d'avoir justement une traduction d'un texte que vous ne déchiffrez pas, mais qui a déjà été traduit par exemple en anglais ou en tout cas dans une langue que vous maîtrisez parfaitement, et ça vous arrive de vous y référer ou jamais? Anne, par exemple? En principe, non, pas du tout, ne serait-ce que parce que les traductions anglaises, notamment les traductions américaines, sont souvent des adaptations, ne sont pas du tout des vraies traductions, sont bourrées de fautes ou justement de choses un peu rapides et mal faites, et sont souvent une adaptation, notamment ce qui est traduit du chinois. Les Américains trouvent que c'est trop compliqué, pas accessible, etc. Et donc les romans de moyenne maigrissent d'un bon tiers en traduction anglaise, par exemple. Et donc, il est hors de question que nous nous référions à cela. Donc, on s'appuie très peu, très rarement sur les traductions anglaises. Et Olivier? À plus forte raison, je dirais, pour la non-fiction, puisque je fais quand même aussi pas mal de non-fiction, notamment en chinois. Et là, il y a des notions idéologiques ou politiques qui entrent en jeu. Et là aussi, les Américains seraient pour nous pas fiables, pas complètement fiables, par exemple.
les Anglais faisant aussi des traductions, mais moins, et c'est souvent plus par les États-Unis que ça passe. Audrey, vous alliez réagir? Oui, j'allais dire que je confirme complètement le propos d'Anne hein, pour le japonais. C'est vrai que les œuvres que j'ai en anglais également, je compare par rapport au texte à la version littérale, la traduction littérale que j'ai sous la main. Je compare au texte anglais et même aux retraductions qui me sont faites. C'est vrai qu'on a des grosses différences et c'est vrai que ça se repère très vite quand c'est traduit de l'anglais parce que il y a des approximations, il y a des adaptations justement, hein, et parfois même des contresens, totaux. Ça se voit notamment, la version, voire même de 2 des œuvres sur lesquelles je travaille, ne sont que très, très peu fiables et c'est pour ça que moi, de mon côté, je ne m'en sers vraiment que si j'ai un doute ou un manque ou pour repérer qu'il y a quelque chose potentiellement différent ou quelque chose auquel il faut faire attention. Mais Ouais. pas, comme, version, fiable, d'où, je peux traduire quoi que ce soit, hein, vraiment pas. Avec parcimonie. Olivier, ça vous est arrivé d'aller regarder une traduction? Oui, oui, ça peut arriver pour des questions localisées dans le texte, pour l'interprétation, la compréhension d'une phrase, voir comment ça a été interprété dans une autre langue, c'est une possibilité. Un autre intérêt, parfois, de recourir à une langue tierce, c'est quand il y a un appareil critique important, ça permet parfois de retrouver certaines sources quand il faut sourcer certaines choses en bibliographie, par exemple. On peut trouver quelquefois dans d'autres éditions, si ce n'est la source précise que l'on cherchait, du moins une indication pour aller vers cette source. Voilà. Alors, Audrey, j'avais dit qu'on allait rappeler ce qu'était un light novel. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Vous le faites? Redéfinir un petit. Je peux le faire. Alors, comme dirait un de mes amis, le light novel, c'est plus compliqué à définir et à la fois assez simple. Donc, je ne vous fournirai pas une définition, on va dire, qui apparaîtra dans un dictionnaire. Un light novel, c'est avant tout un roman. C'est de la fiction. Donc ici, là, j'ai lu l'un des derniers tomes sur lequel j'ai travaillé, à savoir le tome 13 de ReZero. On va avoir comme particularité d'avoir donc du texte, hein. Pour un roman, c'est plutôt pratique, mais pas que. On va aussi avoir des illustrations internes et alors que je vous en retrouve une, hop. On va avoir des illustrations qui vont être fournies. Alors, la caméra. Voilà, bon bref, on va avoir des illustrations à l'intérieur, du texte, régulièrement en fonction de, ce que l'auteur, et l'éditeur, japonais donc, vont proposer. Oui, c'est le floutage, hein, qui floute la couverture. Je préfère avoir un floutage de mon extérieur, je suis désolée. Bref, donc déjà, il va y avoir cette composante qui est relativement importante. Ça va être aussi en termes de, niveau de langue, ça va être des romans qui sont relativement accessibles à un public adolescent, jeune adulte. C'est souvent comme ça qu'on le catégorise. Après, il y a des œuvres également qui, sont beaucoup plus jeunes adultes qu'adolescents. Les critères, entre ce que nous on a en France, et ce qu'il y a au Japon ne sont pas nécessairement les mêmes. Ça peut c'est du roman léger, enfin le titre light novel, porte bien son nom. Ça va être aussi, des textes, qui vont être beaucoup plus portés sur le dialogue, où il va y avoir potentiellement moins de narration, souvent des séries fleuves,
ça peut arriver qu'il y ait des séries courtes, hein, mais par exemple, ReZero sur lequel je travaille, il va y avoir au moins une trentaine de tomes de ce format-là. Actuellement, je crois qu'on est à 36, quelque chose comme ça. Le 36 est sorti il y a quelques semaines. Il va y avoir 4 tomes qui vont sortir par an au Japon. Ça va être assez particulier. Quant à... Alors, j'ai le chat à côté, donc je vais répondre à la question que j'ai à côté. La question de Laurence. Un light novel n'est pas nécessairement destiné à être décliné en manga ni en animé. C'est avant tout un roman. Le fait est que, étant donné la popularité de ces œuvres-là, on va avoir très fréquemment des versions manga et très souvent, lorsqu'ils sont extrêmement populaires, des versions animées. Quant aux illustrations, il y a rarement du texte avec, c'est souvent principalement une illustration. On peut en avoir en début d'œuvre des illustrations alors avec du texte. Si tu veux bien me le montrer, voilà, là, par exemple, ici, on va avoir un peu de texte qui va être une citation de l'œuvre, hein, mais plus fréquemment, ça va être. C'est généralement quelques visuels en pleine page qui partent. C'est ça, c'est ça. Roman. De moments impactants, de personnages importants, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà, on peut considérer un light novel comme un roman plutôt à destination d'un public jeune adulte, adolescent. Ça pose rarement de problème de considérer les choses ainsi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que ça valait quand même le coup qu'on pose les choses à un moment, quand je faisais le parallèle avec le manga tout à l'heure. Voilà, le côté série, les mangas, il y a aussi des choses destinées à des classes d'âge. Enfin, donc c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre les deux. Quand on ne peut pas se référer du tout à la langue source. Alors, je vais démarrer encore par Olivier, parce qu'Olivier, il travaille les deux, donc des langues où il peut se référer, des langues où il ne peut pas. Ça change quoi dans la façon de travailler, Olivier? Parce que j'imagine que quand vous connaissez, vous disiez l'anglais, l'italien notamment, que vous parlez, que vous connaissez très bien, j'imagine que quand vous faites une relecture de traduction de l'anglais, l'italien, vous avez la V sous le nez. Comment on recrée une façon de travailler et comment on aborde les soucis qu'on rencontre au fur et à mesure et qu'on ne peut pas aller vérifier du tout, où il y a cet entre-deux, quand on peut aller regarder la version polonaise sans vraiment la comprendre. En fait, dans les langues que je parle et dans les langues que je déchiffre, j'ai toujours la version originale que je suis au moment où je travaille le texte. Donc, que ce soit l'anglais ou l'italien, c'est pour ainsi dire du ligne à ligne. Dans certaines langues qui me sont un peu moins familières, je vais fonctionner de manière un petit peu plus ciblée dans le texte, en néerlandais par exemple. C'est si j'ai une difficulté à un moment donné sur une phrase, sur un paragraphe, je vais suivre ça dans je vais retrouver ça dans la VO et m'y référer. Voilà. Dans dans une langue comme l'allemand, par exemple, avec laquelle je peux me débrouiller dans la vie quotidienne, si on veut, mais que je suis très très loin de parler à un haut niveau. Je peux vous raconter une anecdote, par exemple. J'ai eu la chance, le plaisir de corriger peut-être 3 ou 4 traductions faites par Olivier Manoni, qui est un grand traducteur de l'allemand que certains connaissent certainement. Quand je lis une traduction de Manoni en allemand, mais c'est vrai aussi dans les langues que je parle, en anglais ou en italien, je me place plutôt, je me mets plutôt à la place de l'élève exigeant que du prof.
C'est-à-dire que j'apprends énormément en travaillant les traductions et par moments, je vais pointer quelque chose qui me paraît peut-être pas clair, peut-être est-ce moi qui n'ai pas compris simplement, mais suivant dans les traductions de Manoni, qui étaient pour l'essentiel très propres, voilà, il se trouvait toujours, à un moment donné, une phrase absente. Il y avait un petit paragraphe de 2 lignes, ou une phrase qui avait disparu. À tel point que j'avais fini par le soupçonner de le faire exprès, heu heu, pour s'assurer d'avoir été bien relu. Heu, j'ai jamais eu le fin mot de cette histoire-là, mais j'en ai toujours gardé un certain soupçon. Et ça, ce sont des choses qu'on peut faire dans des langues qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on déchiffre. Dans des langues qu'on ne déchiffre pas du tout, ça, c'est une chose qu'on ne pourra pas avoir, de toute façon. Et il faut admettre que quelque chose de cette vérification-là est perdu au stade de ma lecture. Mais il faut aussi savoir faire confiance. Enfin, j'ai la chance de travailler pour des maisons d'édition qui font, qui font, en général, qui font très bien leur travail, qui ont pu avoir une relecture plus proche du texte original auparavant. Et quand j'interviens, on se focalise plus sur le rendu en français, la langue française, et on peut interroger certaines spécificités de la langue dans un dialogue avec la traductrice ou le traducteur, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Dans les premiers textes, par exemple, que j'ai corrigés de l'hébreu, j'étais toujours assez, comment dire, timide, circonspect dans mes interventions, me disant: «Bon, je comprends pas très bien, mais peut-être que je vais pouvoir comprendre quelque chose de la manière dont la langue fonctionne en voyant comment elle est traduite». Et c'est ce que disait tout à l'heure Anne à propos du fait d'avoir une longue pratique du chinois ou du japonais. On finit par retrouver des motifs, que ce soit des motifs grammaticaux, que ce soit des, des motifs métaphoriques parfois, des motifs culturels également, qu'on va pouvoir identifier et sur lesquels on va pouvoir être pertinent par la suite. Voilà. Anne, Olivier disait, comment tu as dit, Olivier, élève exigeant ou quelque chose comme ça. Est-ce que et puis le fait que Olivier m'avait donné ça comme exemple au téléphone en me disant si rouge a été traduit vert, moi là pour le coup quand je peux pas du tout avoir accès au texte source, ça je le verrai pas. Et ça effectivement d'admettre qu'il y a des choses qu'on ne verra pas. Est-ce que c'est un premier pas, surtout quand vous n'avez pas édité que des textes traduits, Anne, donc vous avez une longue expérience de l'édition, donc d'un coup devoir admettre qu'il y a des choses sur lesquelles, voilà, on n'a pas la main cette fois. Et puis ouais, le côté élève exigeant, enfin dans le sens où finalement on génère le dialogue avec le traducteur. Oui, absolument. Là, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Olivier sur ce point-là. On apprend énormément, de fait. On plonge dans des cultures qu'on connaît plus ou moins, et voilà. Et on repère très vite, et surtout si on a fait quand même, j'ai des rudiments donc de japonais,
et un peu de chinois aussi, on apprend assez vite les caractéristiques spécifiques d'une langue. Le japonais est très redondant, aime beaucoup la redondance, aime énormément les répétitions. Le chinois un peu moins, mais quand même aussi. Le japonais et le chinois n'ont pas du tout de conjugaison comme les nôtres. Ils se placent dans le temps et dans l'espace de façon très, très différente. Donc, on apprend ça assez vite aussi. Et du coup, on peut juger à travers ce prisme-là. Le vocabulaire également, les niveaux de langue, les formules de politesse ou les formules habituelles en japonais, par exemple, sont très fréquentes. L'usage du passif et des formes indirectes. En japonais, c'est quasi obligatoire tout le temps. Il n'y a pas vraiment de jeu et de personne qui intervient à la première personne comme en français, beaucoup moins en tout cas. Et très souvent, les choses sont tournées de façon passive. Donc, il faut repérer tous ces éléments-là et en tenir compte dans la relecture et évidemment éviter que ça revienne à un mot à mot qui serait impossible en français, qui ne passerait pas du tout. Donc là, je dirais aussi que je repense à ce qu'a dit Olivier à propos d'une phrase qui manque. En effet, on ne la repère pas si on ne retourne pas au texte original, on ne peut pas la repérer, on repère dans la compréhension éventuellement. Mais on sait aussi, en tout cas moi, je fais confiance au traducteur là-dessus, on peut toujours faire une erreur, hein, oublier une phrase, mais il est évident que du chinois ou du japonais, ils ne peuvent pas traduire une phrase par une phrase. Et même une expression ou un mot, on ne peut pas faire du mot à mot. C'est quasiment pas possible, ça devient totalement barbare et illisible en français, absolument illisible. Donc, de toute façon, le traducteur a déjà un gros travail, un très, très gros travail de mise en français et qui peut passer par la ponctuation est très, très différente aussi, voire inexistante en chinois. Donc, il faut arriver là aussi à transposer, à trouver des solutions et à faire des choix. Là, dernièrement, on va publier en janvier un gros roman de moyenne qui est en fait une série de nouvelles et qui passent toutes au même endroit autour des mêmes personnages. Donc, c'est entre les nouvelles et le roman. Et du coup, pardon, j'ai un peu perdu mon fil. Sur la répétition, sur le traducteur. Les répétitions, oui. Alors, j'ai travaillé avec 2 traducteurs parce que c'était trop gros et on ne pouvait pas faire avec un seul traducteur. Donc, déjà, il y a un travail d'unification là qui est évidemment très, très compliqué et très long. Mais bon, il faut s'y atteler. Et oui, je disais là aussi, ils peuvent tout à fait sauter une phrase, réintroduire. Là, on a dû réajuster les temps, par exemple, énormément, puisque l'un et l'autre avaient fait des choix différents. Et là où je voulais en venir justement dans ces nouvelles, Moyenne s'est amusé, comme il fait très souvent, c'est quelqu'un qui aime jouer avec la langue, il s'est amusé à faire des dialogues sur 36 formes différentes, en essayant quelquefois d'imiter un peu les formes occidentales avec un tiret à la ligne, etc. D'autres fois non, des guillemets, pas des guillemets, etc. Donc nous avons pris pour chaque nouvelle quasiment des formes différentes de présentation des dialogues. C'est quelquefois sans ponctuation aucune dans le fil du texte, c'est quelquefois très très formel avec 2 points à la ligne, les guillemets, les tirets, tout ce qu'on veut. Ça a été un jeu très compliqué et très difficile et qui ne peut pas refléter exactement ce qu'a voulu faire Moyenne, évidemment, impossible, mais qui essaye de faire comprendre quand même, voilà, ce jeu avec la langue, ce avec quoi il a joué et comment, avec humour et en essayant toutes les formes possibles, et certaines presque aberrantes. Là, ça veut dire que vous avez mis les 2 traducteurs en contact l'un avec l'autre pour qu'ils puissent aussi dialoguer oui, sur ces décisions-là. J'imagine que… Bien sûr, alors plus qu'en contact l'un avec l'autre, avant même d'entamer le travail, sur Moyenne, je m'adresse à des traducteurs qui l'ont déjà traduit, comme il a publié énormément. Il a plusieurs traducteurs, aucun n'aurait pu faire, on n'aurait jamais pu faire avec un seul traducteur, donc il y en a plusieurs, ils se connaissent très bien, ils échangent très souvent, ils ont fait 36 colloques ensemble autour de l'œuvre de Moyenne, donc là j'en ai choisi 2 qui se connaissaient bien, qui étaient tous les 2 disponibles et prêts à travailler ensemble, donc oui, bien sûr. Et j'ai fait sans cesse le relais, je veux dire, j'ai suivi la traduction depuis le premier jour, je la suis pas page à page, mais presque, tout au long du travail, qui a duré 3 ans, là, je crois. Audrey,
l'adaptation. Alors, Oui. parce que finalement, ce que vous faites est pas tout à fait équivalent au travail d'Anne d'édition, mais il y a quand même des points communs. Mais en quoi ces light novels ont besoin d'être adaptés? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot adaptation, en fait? Les personnes qui sont intervenues, donc Olivier et Anne, l'ont un petit peu expliqué. Il est nécessaire, en fait, lorsqu'on a une traduction, pas littérale, parce que comme le disait Anne, c'est illisible, mais une traduction très peu romancée, avec toutes ces répétitions qu'évoquait Anne. Il est nécessaire, en fait, en tout cas, ça a été dans les consignes qui m'ont été données par l'éditeur avec lequel je travaille, hein, il est nécessaire donc de retravailler le texte en lui-même. Ça va passer par refaire des phrases avec des sujets. Anne le disait tout à l'heure, lorsque on a très peu de sujets ou un sujet difficilement identifié, on est parfois obligé de chercher 3 paragraphes, 3 pages plus loin pour trouver qui est la personne qui fait l'action, qui parle ou quoi que ce soit. On va donc devoir parfois essayer de remanier le texte de façon à ce que ce soit devinable, mais pas trop, selon l'intention de l'auteur. Parce que ça va toujours être ça qui va être, en tout cas, dans les choses que je vais avoir en tête et que je vais essayer de respecter absolument, c'est l'intention de l'auteur. Est-ce que l'auteur, là, dans ce texte-là, dans ce paragraphe-là, veut qu'on comprenne qu'il évoque tel personnage qui réapparaîtra 3 tomes plus tard ou pas? Est-ce qu'il veut que ce ne soit pas compris? Voilà, l'adaptation, ça va être de chercher à comprendre l'intention de l'auteur sur le moment et de faire du texte qui a été écrit par une personne, dans mon cas, japonaise, qui écrit en fonction de sa culture, de ses habitudes d'écriture et de lecture, de façon à ce qu'un lecteur ou une lectrice français ou française s'y retrouve et ne soit pas complètement perdu par ce qu'il ou elle a entre les mains par le texte, qu'il l'apprécie tout simplement. Ça va être un travail presque de réécriture, l'adaptation. On va donc refaire des paragraphes, on va remettre de la ponctuation, on va enlever des répétitions parce que vraiment avoir 3 phrases de suite, Arnaud va chercher des fraises, mais en rajoutant un détail de plus ou quoi, c'est juste pas possible. Enfin, voilà, ça va être un petit peu ça l'adaptation. Ça va être oui. On a une question dans le chat. Est-ce que l'adaptation ne fait pas déjà partie de la mission des traducteurs? Alors, en partie, oui. Souvent, d'ailleurs, par certains éditeurs, ça va être une partie du travail du traducteur, plus rarement du correcteur ou de la correctrice. Ça va dépendre. La maison d'édition avec laquelle je travaille a choisi d'avoir une personne entre le traducteur ou la traductrice et le correcteur ou la correctrice, de façon à ce que le texte soit un vrai roman, en fait, plus qu'une traduction, mais un vrai roman, pour alléger aussi potentiellement un peu la part de travail énorme de la personne en charge de la traduction aussi. Oui, en fait, je démarrais en disant que les termes varient d'une maison à l'autre, mais quand j'entends Anne raconter le travail qu'elle fait sur les textes, et que je vous entendrais, Anne est éditrice, vous êtes adaptatrice, et quand on entend Olivier qui lui dit qu'il est préparateur de copie, on se dit qu'il y a quand même des gros points communs dans ce que vous faites sur un texte tous les trois. Hein. Parce que c'est vrai que j'imagine que dans la... je ne veux pas parler au nom des 81 personnes qui... Non, on est 4, donc 80 personnes qui nous écoutent, mais c'est vrai que je pense que dans la tête de plein de gens, le mot
adaptation, on a vraiment l'impression de gros changements sur le texte, comme si comme ça a pu être fait à une époque dans la traduction, on en a déjà parlé ici, ou dans les années 50-60, parfois sur des polars américains, on replaçait ça à Limoges parce que le bled du Wisconsin où ça se passait, personne connaissait, et donc on décidait de mettre le motel à Limoges, donc ça donne des livres un peu boiteux, mais ça c'est l'histoire de l'édition, aujourd'hui ça en fait des raretés assez rigolotes, et donc on a un peu l'impression, je pense, rapide, que adaptation ça pourrait être ça, quoi, alors qu'en fait l'idée n'est pas du tout de gommer la spécificité, la culture japonaise qui sont la marque de ces light novels. Et absolument pas, en fait. C'est justement l'intérêt de l'adaptation, c'est de savoir quand est-ce qu'on va garder un concept japonais ou quand est-ce qu'on va en faire quelque chose de plus français. Par exemple, si on a un jeu de mots en japonais ne va pas forcément être compréhensible par un locuteur français. Donc, on est obligé de l'adapter, d'en faire quelque chose d'un petit peu plus français. Pareil pour des expressions idiomatiques, on va avoir par moments des choses qui sont intraduisibles, donc qu'on ne peut pas garder en l'état. Donc forcément, on va adapter. Mais derrière, si on a un personnage qui mange un onigiri, à la limite, on va traduire ça en boulette de riz, mais la plupart du temps, en fait, moi, je vais faire le choix, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui font différemment, moi, je vais faire le choix de garder onigiri parce que c'est un plat typiquement japonais. C'est pas quelque chose qu'on a en France. Si vous faites une boulette de riz et que vous n'avez aucune conscience de ce que c'est, ça va pas avoir le même goût, ça va pas être la même chose en France. Donc, voilà. Aujourd'hui, avec l'accès via ne serait-ce que les réseaux sociaux, et puis c'est vrai que on a l'impression que plus rien n'est loin, enfin les gens voyagent beaucoup plus, etc. Ça a dû aussi changer les choses justement sur ces questionnements-là. Onigiri, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'avec tous les restos asiatiques, enfin les restos japonais, c'est des mots qu'on a entendus. Enfin, on peut se permettre, Anne, aujourd'hui peut-être de laisser plus de choses qu'il y a quelques années. Beaucoup. Oui, il y a pas mal de termes qui rentrent dans le dictionnaire au fil du temps, de plus en plus. Moi, je me souviens avoir fait des notes de bas de page au début en chinois ou en japonais. En chinois pour le kang, par exemple, qui est le lit dans la Chine du Nord, le grand lit en briques qui est chauffé. Bon, maintenant, c'est dans le dictionnaire. Donc, je vais vérifier. En général, je regarde. Si c'est rentré dans le dictionnaire, je le laisse en chinois. Quelquefois, je mets en italique, pas forcément, là aussi. Ça dépend un peu si c'est vraiment rentré dans les mœurs. Onigiri, par exemple, c'est un bon exemple. Et là, je me méfie d'une petite chose qu'on m'a signalée à plusieurs reprises, c'est que les Parisiens connaissent très, très bien les onigiri. Mais si on est dans la campagne limousine, on connaît moins bien. Même aussi penser au lecteur français. Un petit peu. Voilà. Mais c'est vrai, et au fil du temps, ça a beaucoup évolué. Hein. En 40 ans, je ne fais plus du tout les mêmes notes et le même usage sur les termes chinois ou japonais. C'est évident. Olivier, justement, oui, sur oui. tes premières... Et je voulais, pardon, par rapport à ce que disait Audrey tout à l'heure, pour moi, l'adaptation, c'est vraiment ce que je disais à propos des Américains, qui se permettent de supprimer ce qui les dérange dans le texte, ce qu'ils trouvent trop long, voilà. Eux font de vraies adaptations, dans ce sens où vraiment, ils ne suivent pas l'intention de l'auteur, ils suivent la leur, ou celle de ce qu'ils imaginent être l'intention de leur lecteur, je dirais. Alors que nous, quand même, nous restons et nous veillons très scrupuleusement à rendre compte, autant que faire se peut, du souhait de l'auteur, de l'intention de l'auteur. Ça, c'est indiscutable. Oui, donc, je ne dirais pas adaptation en parlant du travail d'Audrey. Je dirais adaptation en parlant du travail des éditeurs américains.
De mon côté, nous, c'est ce qu'on va appeler de la suradaptation, en fait. C'est aller au-delà de l'adaptation, c'est transformer trop le texte pour en faire quelque chose qui n'est plus ce que l'auteur avait l'intention de transmettre. Nous, on va Oui, appeler ça de la suradaptation. Mais effectivement, je peux comprendre que on fasse ce distinguo. Le fait est que dans les milieux du light novel, du manga, de l'animé, il est souvent utilisé, ce terme-là d'adaptation, pour qualifier le travail que je fais. Que dans les faits, j'appellerais éditorial, tout simplement. Parce que c'est pareil pour un roman de Murakami. On fait mmh, exactement la même chose, mais on ne dit pas jamais adaptation. C'est du travail de traduction et d'édition. mmh. Voilà. C'est C'est intéressant, vraiment une question de vocabulaire. Ouais. C'est j'aime bien votre vision des choses. c'est une question de vocabulaire et puis c'est aussi une question de statut parce qu'il me semble que Audrey, sur ce travail d'adaptation, si j'ai bien compris, vous êtes considéré que vous êtes payé en droit d'auteur. Je suis, payée en note de droit d'auteur. Je suis freelance, ou indépendante, si vous préférez la version française. Mais, en tout cas, je n'ai pas de salaire fixe. Je Oui. dépends des contrats automnes en fonction de ce que l'éditeur, me confie. Je ne suis pas salariée, hein, donc, je suis une collaboratrice, Oui, oui, mais ça d'accord, voilà. mais c'est vrai que quand on fait appel à un éditeur externe ou à un relecteur préparateur de copie comme Olivier, il n'y a pas cette notion de droit d'auteur, contrairement aux traducteurs qui, eux, sont payés en droit d'auteur. Donc je pense que dans la maison dans laquelle vous travaillez, il vous place dans un entre-deux qui fait qu'il considère quand même que le travail d'adaptation a suffisamment d'intervention sur le texte pour être finalement considéré encore comme co-auteur. C'est plutôt ce qui est évoqué dans les notices bibliographiques que je vois passer sur, les livres, sur lesquels je travaille. C'est aussi, visible, via le colophon en fin de tome, des light novels sur lesquels je travaille. Effectivement, mon nom est mentionné, au niveau, de l'adaptation. De même que, le nom des correcteurs, correctrices, l'est également, traducteurs et traductrices également. Les différents collaborateurs et collaboratrices, de la maison d'édition sont évoqués au niveau du colophon. Et Olivier, ces questions de qu'est-ce qu'on laisse dans des termes, on parlait alors moi, j'ai oublié le mot, enfin pas les boulettes de riz en japonais, les Onigiri? onigiri. Voilà, ça y est, j'avais déjà tout. Alors bon, euh, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on laisse pas parce que, bon, évidemment, tout ça est une question de. Je pense que Audrey et Anne connaissent très très bien l'une et l'autre la culture japonaise. Vous, quand on passe de l'hébreu au polonais en passant par le chinois, alors je connais votre culture immense, Olivier, mais quand même, qu'est-ce qu'on se dit que les lecteurs, qu'est-ce qu'on laisse passer Est-ce que c'est justement des choses sur lesquelles vous vous arrêtez, connaissant votre rigueur de préparateur de copie, j'imagine que oui, En vous vous fait, arrêtez sur ce genre de questions. les traducteurs ont des stratégies différentes pour traiter ces questions-là. Certains vont avoir un recours assez facile aux notes de bas de page. D'autres vont considérer que qui veut, qui veut savoir s'armera d'un dictionnaire ou ira voir sur Internet. Et certains vont avoir une position un peu médiane et tourner la phrase de telle sorte qu'on va expliciter à l'intérieur de la phrase de quoi il s'agit, sans rentrer forcément dans les détails, mais s'il est question à un moment donné d'une rivière ou d'un fleuve, ils vont pas dire le,
la Rappahannock, mais la rivière Rappahannock, par exemple. Voilà, certains vont vous faire une note de bas de page en vous disant Rappahannock, rivière des États-Unis qui court sur autant de kilomètres, etc. Et d'autres vont juste mettre Rappahannock. En fait, on n'a pas une règle absolue. C'est des choses qui vont... c'est un peu dommage de répondre comme ça, mais c'est un peu la manière dont on ressent le texte qui va faire qu'on va traiter telle question d'une certaine manière ou d'une autre. Il y a des textes, il y a certains textes qui vous font comprendre qu'il est normal que vous ne compreniez pas tout. Et s'il est normal que vous ne compreniez pas tout, parce que vous êtes dans un flot de pensée, parce que vous êtes emporté dans la conscience d'un personnage, etc. Si vous mettez des notes de bas de page partout, vous allez rompre quelque chose. Me viennent en tête certaines pages de Lobo Antunes, par exemple, dans le portugais. Si vous vous mettez à expliquer tout ce qui se trouve dans une page de Lobo Antunes, vous allez avoir comment dire, vous allez avoir quelque chose de l'ordre de l'entomologie, mais vous n'aurez plus le papillon, quoi. Et vous allez manquer le mouvement et la vie du texte à ce moment-là. Donc, on a parfois ce genre de questionnement-là. Disons que dans des situations standards, on va essayer de faire en sorte que les choses soient contextuellement compréhensibles et dans certains cas, recourir à une explicitation. Voilà. Il peut arriver aussi, dans certains cas spécifiques, que les traducteurs, ou que ce soit un choix de l'éditeur, aient recours à un lexique en fin d'ouvrage. Et la question va être de savoir quels termes on fait entrer ou non dans ce lexique. Qu'est-ce qui est considéré comme connu de chacun ou connaissable de chacun, et qu'est-ce qui nécessite une note à l'intérieur de ce lexique, une entrée à l'intérieur de ce lexique. Voilà. C'est autant de solutions différentes. Aucune n'est privilégiée d'emblée. Tout dépend du texte, en fait, et du type d'édition que l'on vise. Je voyais Anne réagir, faire des grands oui, et Audrey, comme vous disiez ça. Anne, justement, en tant qu'éditrice, vous avez forcément à trancher ces questions de est-ce qu'on laisse une note de bas de page, est-ce qu'on fait un lexique, comment tout ça se fait toujours, on va arriver sur le dialogue avec le traducteur, tout ça se fait toujours en dialogue avec le ou les traducteurs et traductrices? Oui, bien sûr, hein, absolument, et c'est, comme disait Olivier, en fonction du texte aussi, bien entendu, hein. Dans la mesure du possible, moi je demande aux traducteurs d'éviter les notes et les notes trop longues et d'éviter un maximum de notes, de faire comme disait Olivier, quand c'est possible, d'introduire la nuance dans la phrase discrètement, hein, en mettant la rivière, machin chose si c'est nécessaire, pour voilà, ce genre de petits trucs-là et d'incises est évidemment très très utile, et en particulier en littérature, j'essaye de privilégier ça quand c'est nécessaire, quand on peut l'éviter ou quand le texte demande qu'on l'évite. Et là-dessus, je rejoins aussi Olivier, c'est évident, hein. Il faut essayer de glisser dessus le plus possible.
et d'éviter les notes de bas de page dans un roman. En même temps, j'ai des romans de moyenne dans lesquels il y a 60 ou 70 notes de bas de page. Bon, sur des romans qui font 500 pages, hein, ou 600. Mais il y a des points sur lesquels on est vraiment obligé de mettre des notes, notamment tout ce qui est le contexte historique et politique, par exemple, voire les références culturelles, les références littéraires. Il y en a beaucoup chez Moyenne, et si on ne les précise pas, voilà, on peut être gêné. Mais un roman de Murakami, il n'y a pas de note de bas de page, quasiment pas. Il n'y a pas de raison, en principe, qu'il y en ait. C'est très, très rare. Voilà. Je me souviens avoir fait des notes de bas de page au début pour expliquer les volets coulissants en japonais, les fusuma ou les shoji. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. C'est absolument inutile, évidemment. Donc, les choses évoluent de ce point de vue-là. Mais je me mets toujours d'entrée de jeu d'accord avec le traducteur. La plupart des traducteurs avec lesquels j'ai travaillé, au bout de 2-3 livres, on se connaît bien. Maintenant, certains, je les connais très, très bien et j'ai fait une dizaine de traductions avec eux. Donc, on n'a pas de mal du tout à s'entendre là-dessus. Et eux savent qu'ils peuvent m'interroger, me soumettre des idées ou des bouts de traduction à n'importe quel moment. Me téléphoner, voilà, m'écrire, m'envoyer du papier comme ils veulent, n'importe quand. Ils peuvent le faire toutes les 3 pages s'ils veulent, ou à la fin du texte, ils préfèrent plonger tout seul pendant tout le texte. Ça, je m'adapte à chacun. Et je pense que c'est la règle numéro 1 de l'éditeur. Justement, ces relations avec les traducteurs, Audrey, moi, si j'ai bien compris, l'éditeur pour qui vous travaillez leur demande apparemment la traduction la plus littérale possible, et vous faites finalement l'adaptation littéraire. On peut peut-être définir ça comme ça. Il y a beaucoup, vous arrivez à dialoguer avec vos traducteurs, enfin avec les traducteurs des différentes séries, parce qu'en plus il y a cette notion de série. Je faisais le parallèle avec le manga. On sait que le manga c'est une vraie industrie. Les mangaka ils triment, ils bossent vraiment beaucoup. Enfin, je sais que les traducteurs de manga me disent que c'est extrêmement complexe de poser des questions aux auteurs de manga parce qu'il faut qu'ils bossent. Donc les ayants droit ou les éditeurs bloquent un peu là-dessus sur le contact. Est-ce que vous, finalement, vos traducteurs, ils sont aussi, parce que vous êtes sur des séries, c'est plusieurs parutions par an d'une même série, est-ce qu'ils sont disponibles et est-ce que vous avez des échanges nourris, parce que finalement, effectivement, parlant pas la langue source, j'imagine que dans plein de cas, celui qui a la réponse, c'est le traducteur finalement. Vous avez la vision qu'il y a quelque chose qui est boiteux, bizarre, la vision et puis l'expérience, mais que finalement, peut-être que la solution, on va peut-être la trouver à deux, mais la réponse, c'est peut-être le traducteur qui l'a quand même. Et oui, je vais prendre l'exemple, par exemple, du traducteur de ReZero avec qui je travaille. J'ai son contact, je peux lui envoyer des mails si j'ai envie, mais je peux aussi discuter avec lui par messagerie instantanée. À la moindre question, il reprend le livre, il vérifie, sachant que lui a lu beaucoup plus de tomes que là où on en est de la traduction. Par exemple, là, au niveau de la traduction, on en est au tome 16 qui est traduit et adapté. Lui, il a lu quasiment toute la série. Donc, comme je disais, 36 tomes. Il en est peut-être au tome 30, quelque chose comme ça. En tout cas, il a une énorme vision en avant sur la série. Et donc, dans le cas de ReZero, où effectivement, on va avoir des choses très mystérieuses en continu et des choses qui prendront sens 10 tomes plus tard. On a besoin de ça et effectivement, j'ai énormément besoin d'avoir la relation avec le traducteur qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et qui peut me dire ah ben oui, mais là, tu feras attention parce que ça doit être formulé d'une façon particulière parce qu'en fait, il se passe un truc ici, mais on comprendra dans le tome beaucoup plus loin. Donc effectivement, la relation avec le traducteur est extrêmement importante. Donc oui, j'essaye d'être en contact autant que possible avec ces personnes parce que oui, c'est indispensable, surtout
dans le concept de série dans lequel on se place. Il y a Marie-Louise qui demande est-ce que l'adaptation d'une traduction est liée aux mêmes contraintes, enfin est liée aux contraintes, notamment l'urgence qui pèserait sur le traducteur, parce que la traduction mot à mot a été abandonnée il y a longtemps. On parle plus de traduction littéraire aujourd'hui. Et c'est vrai que là, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une édition un peu à part, enfin, qui se conçoit tout à fait, mais le fait qu'il y ait des séries, j'ai l'impression que tout va un peu plus vite. Alors oui, ça va un peu vite, mais j'avoue que je vois difficilement ce que c'est cette question d'urgence. Disons que, comme je l'interprète, on a une attente souvent du public, des lecteurs et des lectrices, qui vont vouloir qu'on rattrape le rythme de parution. Alors, pour certains, ils vont vouloir le rythme de parution japonais. Pour d'autres, ils voudront qu'on soit au même niveau que la traduction anglaise. C'est vrai qu'on va avoir des formes d'exigence, mais c'est plus de la part du public que de la part de l'éditeur. Dans les faits, je fais une adaptation en un mois à peu près d'un tome de 200-300 pages. Je crois que le traducteur fait à peu près la même, mais il est assez rapide dans le domaine. L'éditeur avec lequel on travaille nous impose rarement ce genre de contraintes, nous impose rarement une deadline. En tout cas, notre rythme de travail lui convient. Il est possible qu'au niveau des correcteurs et correctrices, il y ait plus ce genre de notion de deadline et de choses pressantes, mais au niveau en tout cas de mon travail, j'ai pas ce genre de soucis. Ensuite, oui, je peux comprendre que ce soit étonnant que le traducteur ne fasse pas la grosse partie de l'adaptation, une fois de plus. Ça dépend des éditeurs et des éditrices, hein. Dans la maison d'édition avec laquelle je travaille, il y a ce choix-là, mais ça ne veut pas dire que chez d'autres, ce n'est pas le traducteur qui s'en occupe ou l'éditeur et l'éditrice, comme le disait Anne tout à l'heure. Et pour la question des droits d'auteur versés à 2 ou 3 personnes, de ce que j'en sais, il y a le traducteur ou la traductrice, l'adaptateur ou l'adaptatrice, le correcteur ou la correctrice qui est aussi payé pour son travail. Il y a au moins ces personnes-là qui sont payées en sus. En correction, ils ne sont pas payés en droit d'auteur. Ils ne sont pas payés en droit d'auteur, effectivement. Pour la peine, je n'ai jamais demandé aux personnes qui sont en charge des corrections et avec qui je peux être en contact. Donc, je ne saurais pas vous répondre à ce sujet-là. Mais voilà. Anne, ce travail avec les traducteurs, vous avez double casquette puisque vous les choisissez. Vous êtes aussi le liant entre déjà l'auteur et le traducteur. Vous allez être beaucoup en contact avec le traducteur en tant qu'éditrice, relectrice. Et après, vous serez aussi le liant avec le préparateur de copie qui sera peut-être lui-même en contact avec éventuellement le traducteur. Finalement, comment vous l'envisagez, ce travail, ces allers-retours avec le traducteur? C'est beaucoup d'allers-retours, c'est très peu, c'est un aller-retour final, comme vous disiez tout à l'heure, finalement, j'imagine que vous adaptez à la demande. Oui, je m'adapte beaucoup à la demande et à chacun. Mais je constate à l'usage que les échanges sont en général très, très fréquents. Pas forcément au tout début de la traduction, mais dès qu'un gros morceau est fait, qu'on avance bien, il faut intervenir pas mal. Je sers de lien avec les auteurs, bien sûr, mais très souvent, l'auteur connaît aussi très, très bien ses traducteurs. Donc, ce n'est pas utile. Je ne dirais pas que c'est un lien qui passe par moi. C'est vraiment un travail en équipe avec l'auteur. Quand on peut et quand il est d'accord, on inclut l'auteur autant que possible.
Il m'est arrivé d'avoir une autrice japonaise qui parlait très très bien français. On a travaillé avec sa traductrice et elle, vraiment en trio, constamment, toutes les trois. Et ça a très bien fonctionné. D'autres fois, ça ne fonctionne pas du tout. Et il ne faut pas faire comme ça. Hein. Ce n'est pas une règle absolument. Il y a même, quelquefois, j'ai eu des exemples de personnes qui croyaient connaître le français, ne le connaissaient pas et du coup intervenaient très mal à propos dans la traduction. Donc, il faut veiller à ces points-là. Mais c'est vraiment un travail d'échange constant et de même assez rapidement avec le préparateur de copie et ensuite avec les correcteurs. Au seuil, on a des préparateurs de copie qui ont des plannings assez à l'avance, donc on arrive à se choisir mutuellement, parce qu'il y en a que ça dérange vraiment de travailler sur des langues difficiles comme ça, ou des langues qu'ils ne connaissent pas, et de ne pas avoir accès au texte d'origine. D'autres sont moins gênés par cela, certains sont intéressés par la culture japonaise ou chinoise ou coréenne, etc. Donc, on se choisit. Et donc, on anticipe beaucoup sur le travail. Et c'est de la même chose avec les correcteurs. Dans la mesure du possible, on essaye aussi de proposer à plusieurs correcteurs et que choisisse celui que ça intéresse le plus, que ça rebute le moins. Voilà. Et je prépare pour être au centre de ce dialogue quand on alors le japonais, j'imagine que vous vous débrouillez, mais pour le chinois, par exemple que vous m'aviez dit qu'en général les échanges entre le traducteur et l'auteur, vous étiez souvent en copie, etc. Ça veut dire qu'ils échangent dans une autre langue pour que vous puissiez comprendre, ou vous recevez des échanges chinois? Non. En chinois, je ne suis pas en copie quand ils échangent en chinois, ou même quand ils échangent en japonais seulement, je ne suis pas en copie, mais il arrive assez souvent, notamment avec les japonais, que les échanges puissent se faire en anglais. Les auteurs savent qu'ils peuvent le faire en anglais avec moi, et donc, quand j'ai besoin d'être dans la boucle, ça se passe en anglais pour les japonais. Pour le chinois, c'est évidemment beaucoup plus rare, ça se passe en chinois, mais les traducteurs veillent à me traduire au fur et à mesure. Voilà, ça complique un peu le travail, mais c'est ce qui se passe. Pareil pour le thaï ou pour le coréen, ou voilà. Mais là, ça peut se passer en anglais assez souvent, donc ça m'aide quand même beaucoup. Et toutes les phases préparatoires se passent en anglais, ce qui m'aide, ce qui facilite quand même beaucoup le travail, bien sûr. Mais pas le travail sur le texte, tout ce qui est autour. Voilà. Et je prépare des notes pour les préparateurs de copie et ensuite avec le préparateur de copie pour les correcteurs. Des notes qui expliquent les choix qu'on a fait, pourquoi on a fait ceci, ne pas revenir sur telle unification ou sur telle… voilà. Bien veiller aux césures, aux noms, prénoms qui ne sont pas dans le bon sens, des tas de choses comme ça, qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil. Voilà. Donc ça, je le précise toujours très à l'avance par écrit. Olivier, vous, la préparation de copie que vous faites sur ces lectures de traduction, il n'y a pas eu le travail d'édition qu'a fait Anne dessus. Vous faites aussi la relecture. Vous êtes le maillon juste après le traducteur, si j'ai bien compris, dans la plupart des cas. Oui, mais être le maillon juste après le traducteur, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu un travail éditorial auparavant, et c'est tout ce qu'expliquait Anne justement, que la traduction a certainement été accompagnée auparavant. Un exemple qui peut être donné, c'est lorsque une traduction est soumise à une demande d'aide à la traduction, par exemple au Centre national du livre, il y a eu une partie de la traduction, peut-être 40, peut-être 50 pages, qui ont été traduites, revues, déjà travaillées avec l'éditeur auparavant. Quelquefois, ça peut m'arriver d'intervenir dès ce moment-là aussi. Mais c'est vrai que
j'ai régulièrement appelons ça des briefs, des briefings, ce que disait Anne à propos des notes qu'elle transmet aux préparateurs de copie ou aux correcteurs. Et moi-même, une fois que je suis intervenu sur le texte en préparation de copie, si j'interviens en préparation de copie, je fais une note qui vaut à la fois pour le traducteur et pour le correcteur d'épreuve derrière. Une fois que certains choix ont été faits, validés, qu'on est repassé dessus avec le traducteur ou la traductrice, on va pas on va dispenser la personne qui lit après de se poser la question sur ces questions-là. Voilà. Vous me Donc, oui, pardon. Non, finissez, pardon. Ça, c'est la visio, c'est horrible, on se coupe la parole alors que si on était connectés, en fait. Ensuite, il peut arriver que, à la marge, on intervienne à rebours ou à contresens de ce qui a été fait auparavant, si on distingue un problème logique dans le texte à choisir un problème de logique typographique, un problème de logique narrative. On peut éventuellement encore discuter certains points, mais c'est toujours important d'avoir cette j'allais dire cette direction artistique de la lecture de correction qui va pouvoir aller dans un certain sens parfois. C'est aussi fonction de ce que l'on va savoir de l'auteur ou du traducteur, de comment dire, des qualités diplomatiques qu'il va parfois falloir mettre en œuvre pour arriver à faire changer une phrase, ou est-ce que ça va se passer simplement? Est-ce que ça va donner lieu à des combats et des joutes oratoires très longues? Sachant ça, on va adapter aussi sa lecture. Voilà. Est-ce que vous avez revenons dans le cas de ces langues rares, non parlées, voire non déchiffrables, est-ce que vous savez le sentiment que les questions que vous posez à la traductrice ou au traducteur sont différentes? Les questions, les commentaires que vous faites sur un texte sont différentes de ce que vous pouvez faire habituellement sur un texte dont vous avez accès au texte source. Oui, alors une chose très, très différente, c'est que dans une langue que je lis, je peux avoir une solution à la question que je pose. Et quelquefois, je peux même dire, ici, il y a une erreur. Alors que dans une langue que je ne parle pas, je serai toujours questionnant. Je vais venir avec des questions, et si j'ai une réponse, elle sera une réponse qui n'a à voir qu'avec le français. Ce ne sera pas une réponse qui aura à voir avec la langue d'origine. Donc, là encore, on se met dans la posture de l'élève exigeant, c'est-à-dire que on attend que on interroge la personne qui a ce savoir-là, et on essaye de trouver ensemble pourquoi ça chope à un moment donné.
Et évidemment, il y a la question des noms propres. Karine posait la question et évidemment, c'est une question très importante. Les noms propres ou des termes et concepts spécifiques. Est-ce que vous avez recours à des translittérations et sur quelle base, dans ce cas-là, les francisez-vous? Comment? Alors, on commençait à dire qu'effectivement, certains noms propres ou même certains noms communs, on pouvait aujourd'hui, avec l'évolution du monde, se permettre peut-être de laisser plus de choses qu'il y a une trentaine, une cinquantaine, voire 80 ans. Comment, ça aussi, j'imagine que chacun, au stade où vous en êtes du travail sur le texte, c'est des questions qu'on se pose. Qui veut commencer? Ouais. Anne? Oui, ce sont des questions qu'il faut se poser, bien sûr, assez rapidement. Il y a déjà une question toute simple qui est celle des choix de l'auteur, c'est-à-dire que en chinois, par exemple, il est assez fréquent que les noms aient un sens, et un sens direct. Je veux dire, en français, on sait ce que peut sous-entendre le prénom de Marie, par exemple, mais ça n'a pas forcément d'importance dans un texte. Alors qu'en chinois, ça peut en avoir, tout à fait. Si ça en a, il faut effectivement traduire. Et assez souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on garde le nom de famille, par exemple, et le surnom après. Dong le chauve, par exemple, ou Chang l'énervé, ou je ne sais quoi. Donc, ça, c'est assez fréquent, mais pas toujours. Et donc, c'est vraiment choisi en fonction du texte. Sinon, on garde les noms tels qu'ils sont. On essaye d'éviter, je pense que c'est une question qui doit se poser dans d'autres langues encore plus qu'en chinois ou en japonais, surtout en chinois, c'est d'éviter les noms multiples pour le même personnage. Enfin, les éviter. Pas forcément non plus, il faut s'adapter à chaque texte. Mais quelquefois, il y a des diminutifs qui ne sont pas absolument utiles, ou dont on sent que l'auteur l'a fait par automatisme, mais pas par un vrai choix littéraire. Donc, on essaye de limiter un petit peu pour faciliter la lecture, que le même personnage ait 36 noms différents. Il arrive aussi qu'on précise en début de livre, mais je ne l'ai pas fait très souvent, mais quelquefois, qu'on a vraiment maintenu l'ordre des noms d'origine, c'est-à-dire en chinois ou en japonais, c'est en principe le nom de famille ou le nom de clan d'abord, et le surnom ou le nom dit prénom ensuite. En chinois, il peut y en avoir plusieurs prénoms pour la même personne, donc c'est compliqué aussi. Et voilà, ce sont des choix qu'il faut faire en effet en début de livre. Et il faut ensuite, alors en japonais par exemple, ça commence en chinois aussi, on commence à venir à l'ordre occidental. Donc les romans les plus récents, on maintient l'ordre occidental. Dans les romans un peu plus anciens ou suivant les auteurs, on garde l'ordre d'origine. Donc c'est aussi un petit peu difficile à trancher, mais il faut le faire au début de chaque traduction. Un petit point de détail, mais qui a son importance, c'est la césure. Il faut faire très attention aux noms étrangers qui ne se coupent pas du tout comme les noms français. Et donc ça, c'est un problème qu'on a assez souvent aussi, voilà, à vérifier à la correction. En dernier lieu, c'est une chose que je fais toujours, c'est vérifier les noms qui sont coupés, s'il y en a. Voilà. Après, parce que il me semble que la question a été posée sur des translittérations du russe ou de l'ukrainien. Oui. Souvent, on essaye de faire en sorte de suivre le choix du traducteur ou de la traductrice en veillant à ce qu'il y ait à ce qu'une logique de translittération soit respectée dans l'ouvrage, en évitant, en règle générale, de choisir les translittérations à l'anglaise ou à l'américaine pour les noms russes, Shostakovich, pour les Anglais, ce sera SH, alors que pour les Français, ce sera CH, par exemple. Ensuite, pour ce qui est des langues slaves avec les alphabets latins, la tendance fait que maintenant on garde
les accentuations, y compris sur les consonnes, etc., presque à tout coup. Voilà, sur les toponymes comme sur les noms de personnes, etc. Et puis dans le choix, Olivier, il y a parfois aussi des questions de géopolitique qui s'invitent. Oui. Il me semble que notamment vous avez un cas il n'y a pas très longtemps avec un texte que vous avez relu et travaillé et avec des questionnements sur la manière d'appeler certaines régions de l'Ukraine. Oui. Et là, il y a différentes réponses. Il y a le ministère des Affaires étrangères d'un côté, mais il y a aussi le positionnement et le choix de l'auteur dans la façon, elle, de nommer ces régions. Tout ça, c'est des choses où... Oui, en fait, dans le dialogue préparatoire à cette rencontre qu'on avait eue ensemble, j'avais cité le cas du dernier très beau livre d'ailleurs de Sophie Oksanen, Deux fois dans le même fleuve, qui est donc traduit du finnois par Sébastien Cagnoli. Finnois, langue que je ne parle pas, et qui parle... et le livre parle beaucoup de la situation en Russie et en Ukraine, et il est beaucoup fait mention, enfin il est beaucoup question de ce qui s'est passé dans le Donbass en particulier. Or, comment nommer cette région? Est-ce qu'il faut la nommer le Donbass, l'Est de l'Ukraine, l'Ukraine orientale, etc. Le fait de savoir comment les Finlandais, enfin, comment en finnois on nomme ces régions, n'éclaire pas forcément au mieux la manière dont nous, en français, on va devoir le rendre. Parce qu'ils vont peut-être avoir une dénomination qui, si on la traduit littéralement, sera assez éloignée de la manière dont nous, on se réfère à ces zones-là dans les questions géopolitiques. Donc, on va se poser la question par rapport à la dénomination officielle. Par exemple, comment le ministère des Affaires étrangères va nommer telle région du monde, comment les médias qui traitent principalement des affaires étrangères vont nommer ces régions ou ces villes, comment ça va être orthographié, et on va d'une certaine façon faire appel à des connaissances extérieures et au texte et à la langue source pour proposer une solution satisfaisante. Voilà. Et puis après, selon les langues, il y a des faux amis aussi. Je crois que vous aviez un exemple sur un nom de ville qui est polonisé, qui vous avait posé des petits soucis. Donc là, c'est vrai que les noms de lieux, c'est complexe aussi. Ouais. Oui, la question s'était posée sur le dernier livre d'Agata Tuszynska, pardon pour mon accent polonais qui n'est pas très bon, qui s'appelle Le Jongleur, et qui a été traduit par Isabelle Janès-Kalinowski et paru dans la Cosmopolite chez Stock, et dont la figure principale est Romain Gary. C'est une sorte de fantaisie biographique, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas tout à fait une biographie, mais il y a quand même énormément d'éléments biographiques dans cet ouvrage, et à un moment donné, il est question du voyage qu'effectue la famille de Romain Gary depuis la Lituanie jusque vers la France, en passant de gare en gare, et il est question des différentes villes dans lesquelles ils font étape. Et donc, on arrive à suivre à peu près sur une carte le parcours, et à un moment donné, je vois dans
dans le texte qu'il est question d'une certaine localité. Je ne suis plus tout à fait sûr du nom, mais je crois que c'est Krolowiec, quelque chose comme ça. Alors, ce nom m'est inconnu, je vais voir ce qu'est Krolowiec. Et c'est une commune en Ukraine. Mais c'est quand même assez étonnant. Enfin, il y a une gare là-bas, mais c'est étonnant parce que c'est pas du tout dans la logique du parcours qu'ils effectuent. Et je continue à chercher un peu comme ça, et je me rends compte qu'en fait, Krolowiec, c'est le nom en polonais de Kaliningrad. Et en fait, beaucoup des noms des pays baltes ont en polonais un nom particulier. De la même manière que nous, Français, on va avoir plusieurs noms pour Gdansk, Danzig, etc. Où on va avoir des communes en Italie ou en Allemagne qui ont des noms francisés. Et on va appeler Londres de son nom français. De même, les Polonais ont des noms spécifiques pour certaines communes dans les pays baltes. Et donc, on trouve comme ça des solutions ou des choses assez surprenantes. Ouais. Et vous me disiez que pour le cas du polonais, là, que la traductrice était absolument ravie que vous ayez trouvé C'est-à-dire qu'une fois qu'on trouve quelque chose comme ça, on est content d'avoir pu être pertinent dans une langue que par ailleurs on ne parlait pas. Et le préparateur de copie ou peut-être a fortiori le correcteur, il arrive à un moment donné où la plus grande part du travail sur le texte est déjà établie. Et peut-être qu'on va intervenir sur 15, 10, 3% du texte. Et c'est là qu'il va falloir être pertinent encore, réussir à voir des choses qui auront échappé jusque-là à la vigilance des personnes qui ont lu le texte auparavant, et puis voilà, essayer d'apporter encore quelque chose à une traduction. Le fait d'intervenir dans la préparation de copies ou la correction de langues qui sont comme ça assez éloignées du français, surtout d'un point de vue grammatical, comme c'est le cas, on en parlait tout à l'heure, et avec Anna et Audrey du japonais ou du chinois, etc. Mais c'est vrai aussi de certaines autres langues, c'est par moment, il faut savoir comment dire, régler la focale pour trouver la phrase qui va dire la chose avec netteté. Et on peut avoir à un moment donné une phrase qui est le sens qui y est, mais il va y avoir un mot qui est légèrement décalé par rapport à ce qu'on pourrait trouver, ou alors on va avoir comment dire, une paraphrase pour un terme particulier, et trouver ça va permettre de régler la netteté d'une image parfois. Audrey, ces questions de nom, nom propre, nom lieu, etc. Il y a aussi une particularité dans ce que vous faites aujourd'hui pour la maison d'édition pour laquelle vous travaillez, c'est que vous créez ce que vous appelez un glossaire, mais qui n'est pas du tout publié en fin d'ouvrage, qui est en fait un lexique ou une bible de traduction, puisque ce sont de longues séries. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a pris une décision sur un tome, c'est pas mal que ça se... Voilà. Et cette bible, finalement, elle est donnée à la fois au traducteur,
je crois que si le livre est adapté en animé, vous le donnez aussi aux studios qui font la traduction française de l'animé. Comment s'est née cette idée de cette, je sais pas, est-ce que je peux appeler ça cette bible de traduction ou ce lexique de traduction? Et je crois qu'il y a des séries que vous avez pris en cours de route. Donc j'imagine qu'il a fallu remonter en arrière pour créer ce truc après coup, mais au moins c'est fait pour la suite. Oui, alors, déjà précision, toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé, je les ai prises en cours de traduction. Je les ai jamais prises au tome 1. Le seul ouvrage que j'ai pris au tome 1, c'est un one-shot. Voilà. Et effectivement, comment s'est née cette pratique-là? Tout simplement, en fait, ça m'a été enseigné et ça m'a été demandé presque par les personnes qui m'ont introduite dans ce milieu-là, comme une bonne pratique, en fait. Ça paraît logique quand on a des personnages qui vont revenir, ou peut-être pas, mais on n'a aucun moyen de le savoir, qu'on a une série qui fait 30 tomes. On a besoin de fixer comment on va appeler ce personnage-là. Dans mon cas, je me fais aider par les traducteurs et la maison d'édition Faible et les personnes qui sont capables de m'y aider. Mais effectivement, dans le fameux lexique, on va insérer les caractères japonais comme ils apparaissent dans le texte que les traducteurs et traductrices ont sous la main. On va donner l'adaptation, la forme qu'on va retenir dans le texte. Et c'est effectivement un document que moi je réalise, que je transmets à la maison d'édition et qui derrière est en charge de faire le lien, de transmettre à la fois au traducteur ou à la traductrice, mais aussi au correcteur et à la correctrice, parce que en fait, cette Bible ne va pas comprendre que le nom du personnage, les caractères japonais, et puis c'est tout. On va avoir aussi du détail sur ce qui se passe à propos de ce personnage. On parlait tout à l'heure du fait de pas trop multiplier les noms des personnages, mais on va parfois avoir des surnoms qui sont donnés par tel personnage en particulier, et ça va être important dans les interactions entre ces deux personnages que un tel appelle une telle de cette façon particulière, pas juste par son prénom, parce que ça met en place notamment un certain niveau de relation entre les personnages. Les personnages et c'est là que c'est important de connaître un petit peu la culture japonaise dans le cas précis. Les Japonais ne vont pas s'appeler naturellement par leur prénom. Ils vont souvent s'appeler par un nom de famille plus un suffixe honorifique. Enfin, il va y avoir vraiment une façon de mettre en place les relations par la façon dont on écrit, dont on s'adresse au personnage, qui va être très très typique. Donc nécessairement, je suis obligée de mettre que tel personnage s'adresse à tel autre de cette façon-là parce que ils se connaissent pas, ou alors ils s'adressent de telle façon-là parce qu'ils sont de la même famille ou ils ont beaucoup d'interactions entre eux. Donc oui, ce lexique là, dans le cas des séries, va être absolument indispensable. Et pour en revenir à la question de l'animé, effectivement, l'une des pratiques dans ce domaine-là, en tout cas dans le domaine des light novels, ça va être de transmettre cette Bible à la demande, mais simplement aussi de la transmettre sans demande, mais naturellement, aux maisons en charge de la traduction de l'animé. Après, on a une facilité sur certaines séries, notamment dont je m'occupe, savoir ReZero, c'est que le traducteur qui s'occupe du light novel s'occupe aussi de l'animé et également du manga. Donc, dans les faits, quand je fais une Bible sur ReZero, le traducteur de ReZero, là, nécessairement, dans tous les cas, il peut s'y référer dans tous les cas. Après, il arrive que l'animé aille plus loin que le light novel ou le manga, et là, on refait les choses comme on les pense
plus adapté à tête reposée, parce que c'est vrai que lorsqu'il s'agit de travailler sur l'animé, ça va être des traductions parfois du jour pour le lendemain. Donc, ça va être des traductions dans l'urgence. Et donc, il y a moins la possibilité de réfléchir à comment on l'appelle. Parfois, il y a même des rétropédalages qui sont faits. Dans ReZero, justement, on a un personnage qui s'appelle Betelgeuse dans l'animé, qui en fait doit s'appeler Betelgeuse avec un P comme Patrick. Ça, c'est quelque chose qu'on a compris, qu'on a su tardivement. Moi, je l'ai su à temps pour le light novel, mais dans l'animé, un premier temps, ce personnage a été appelé Betelgeuse au lieu de Betelgeuse. Et ReZero, ça va être souvent ça, en fait. On a un personnage aussi qui s'appelle Puck avec un A, alors que c'est une référence au nain Puck. Et il aurait dû être appelé Puck. Mais des fois, on peut pas, sur des personnages très importants, on peut pas nécessairement rétropédaler aussi facilement. Eh ben, il est 20h46, donc je vais céder la parole entre questions à poser à nos trois intervenants. Il y a Cécile qui témoigne en disant que le glossaire est en effet essentiel quand on intervient sur des séries afin de garder une cohérence, et d'autant plus quand on intervient en courte série. On n'est pas là depuis le début. Est-ce que vous avez des questions pour Anne, pour Audrey ou pour Anouk? Alors, Julie, qui veut revenir sur une question de typographie qu'on a rapidement évoquée et qui se pose d'ailleurs dans d'autres contextes que celui de la traduction. Au-delà de l'harmonisation, de toute façon nécessaire, quels conseils pourriez-vous donner quant au choix de la forme dans laquelle... Salut à toutes et à tous, c'est François de l'équipe Grain et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer de magnifiques vidéos. Qui a son micro allumé, qui nous fait partager ce magnifique... voilà. Alors, j'y retourne. Au-delà de l'harmonisation, quels conseils pourriez-vous donner quant au choix de la forme dans laquelle des termes issus d'alphabets non latins sont transcrits en français? Certaines formes sont-elles préférables à d'autres? Y a-t-il des sources à privilégier pour faire le bon choix, notamment pour les noms propres? Je pense à l'accentuation. Ronin, Ronin, Ronin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez tous regarder directement. Voilà. Au choix enfin, on dit Ronin d'ailleurs. Au choix d'une lettre plutôt qu'une autre. Tchaïkovski, à la ponctuation ou bien à la façon dont un nom est découpé. Mesdames, messieurs, qui répond? Chacun peut répondre, je crois. Alors, on peut se référer à certaines sources autorisées, entre guillemets, certaines sources encyclopédiques de dictionnaires, certaines sources médias également. Ensuite, il arrive qu'on ait des questions, ça m'est arrivé récemment, d'avoir une question sur un nom espagnol avec une réponse tout à fait surprenante. L'auteur Hernán Diaz, qui a été primé pour son roman Trust, paru en français à l'Olivier, avait publié auparavant un précédent roman en France. Sur la couverture de Trust, le prénom Hernán n'a pas d'accent sur le A. Et dans le livre précédent, il y a un accent aigu sur le A de Hernán. J'ai à relire une couverture dans laquelle il y a une citation de Hernán Diaz, et je ne sais pas s'il faut accentuer ou pas le A de Hernán. On trouve vraiment les deux. Donc j'ai appelé son éditrice aux éditions de l'Olivier. Je lui ai dit, écoute, comment se fait-il que on trouve les deux manières d'orthographier? Et elle m'a répondu, en fait,
Hernan, ça s'orthographie avec un accent, mais pour ses éditions françaises, il préfère qu'il n'y ait pas d'accent sur le A. Et donc, à moins d'aller vraiment à la source, il n'y avait aucun moyen de déterminer comment faire. Mais là c'était une information pas tout à fait de première main, mais presque, qui a permis de régler cette question. Donc, cette anecdote pour dire aussi que dans ces questions-là, il est quasiment impossible de trouver une logique absolue. On aura beau essayer d'être le plus exhaustif possible, envisager tous les cas de figure possibles, etc., on trouvera toujours une exception qui confirmera la règle, comme on en a l'habitude en français. Oui, là, il n'y a pas de ressources ou de sources privilégiées dans le cas que vous mentionnez, là, Olivier. Oui, ensuite, ce sont des... Enfin, comme pour beaucoup de choses, il y a des choix qui sont discutés et assumés. Par exemple, le fait, alors ça existe en japonais, ça existe aussi dans les noms indiens en sanskrit, le fait de mettre des macrons sur les voyelles pour les voyelles longues. Qu'est-ce qu'on en fait en français? Dans certains textes savants, le plus souvent, on va les mettre systématiquement, mais dans la plupart des cas, on ne les met pas. Le Mahabharata, on ne va pas mettre des macrons sur les A, par exemple, et la plupart des noms japonais que j'ai en tête, on ne voit pas ces marques-là sur les voyelles. Mais je vais laisser sur cette question parler les spécialistes. Je voyais Anne réagir. Oui, il y a, pour ce qui est du japonais, il y a une évolution qui est très intéressante. Au départ, on ne mettait rien du tout. Et on laissait, comme on continue par exemple de laisser Tokyo sans rien sur les hauts, parce que c'est devenu le mot français pour Tokyo, et qui a en principe 2 hauts longs. Mais pour des noms propres et des noms, pendant plusieurs années, on n'a rien mis, et puis au fil du temps, on a mis des accents circonflexes. Et puis maintenant, on met des hauts longs systématiquement. Ça, maintenant, je ne vois plus un roman japonais dans lequel les voyelles longues ne sont pas indiquées. Elles sont systématiquement indiquées et par des macros, en effet, c'est très facile. On a la question du « et », par exemple, en japonais. Le « e » muet n'existe pas, c'est le « et ». La lettre muette est le « ou ». Donc, ça, on ne le sait pas, on passe dessus. Et le « et », la question se pose souvent. Certains auteurs japonais, maintenant, exigent qu'on mette l'accent parce que ça les gêne qu'on ne prononce pas le « et » comme il faut, comme un « et ». Mais pendant des années, on ne l'a pas mis. Il n'était pas question d'accentuer un « et » en japonais, ça paraissait bizarre. D'autant que la transcription qui est utilisée du japonais en français, c'est la transcription américaine, en fait, Hepburn. Donc, déjà, il y a des prononciations qui sont différentes. On le voit, par exemple, dans des noms de peintres du début du siècle. Le peintre Ogis, en français, on l'écrit O-G-U-I-2-S. Or, c'est le nom japonais Ogisu. Et donc, si on l'écrivait maintenant, on écrirait O-G-I-S-U. Donc là, il y a une évolution qui est très nette, très évidente, et qu'il faut suivre malgré tout. Donc à chaque texte, on se demande où on en est exactement et qu'est-ce qu'on prend comme... voilà. Fujita s'écrit en français Fujita OU, or en japonais, évidemment, OU n'existe pas, et dans la transcription Hepburn, ce serait F-U-J-I-T-A, simplement. Donc voilà, Tokyo prend 2 hauts longs, mais en français, le mot tel qu'il est dans le dictionnaire n'a pas de haut long, donc on ne les met pas. Mais on les met pour les autres noms de villes.
qui ne sont pas devenus habituels. Je dirais que Tokyo sans O long, c'est Londres, alors que Tokyo dans lequel on mettrait des O longs, ça serait London. pour faire… voilà, c'est pareil pour le chinois. Une petite fenêtre qui s'est ouverte, nous rappelant qu'il nous restait 5 minutes. Évidemment, il y a plein de questions. Alors, je vais essayer de choisir. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir les poser toutes. Audrey, il y a une question. Avez-vous eu déjà l'occasion d'adapter des traductions réalisées par intelligence artificielle, par notre ami l'IA? Pensez-vous que cette pratique va se développer dans les cas de light novel, par exemple, et puis pas que? Alors, la maison d'édition Ophel ne travaille qu'exclusivement qu'avec des traducteurs et des traductrices humains. Donc, non, je n'ai jamais travaillé sur des traductions réalisées par l'IA. Je sais que ça existe, je sais que certains fans s'en servent pour accéder à l'œuvre avant la version officielle. Je pense que ça peut se démocratiser dans les milieux de fans. Honnêtement, vu que ça ferait perdre leur travail à certaines personnes, à moins de s'en servir comme un outil accompagnant, et encore, personnellement, je ne suis pas pour et j'aurais tendance à espérer que ça ne se démocratise pas. Voilà. Et en même temps, ce rapport à l'IA, ou en tout cas à une traduction automatique, est-ce que parfois ça peut pas à vous donner une petite aide, quoi, quand justement on ne pratique pas la langue source, qu'on voit qu'il y a un petit souci et qu'on a accès à la VO, je pense plutôt aux langues déchiffrables mais non compréhensibles finalement. Est-ce qu'Olivier, vous qui êtes dans ce cas-là, est-ce que ça peut vous arriver justement sur une phrase, un paragraphe, de faire appel à de la traduction automatique pour vous aider à dénouer le nœud sur lequel vous êtes tombé? Oui, en fait, on a fréquemment recours à des outils informatiques. Alors, est-ce que c'est de la traduction automatique ou pas? Pas forcément, mais si je prends des exemples en anglais, par exemple, on va avoir à la fois recours aux encyclopédies en ligne, mais aussi aux sites internet qui, quelque chose comme Urban Dictionary, par exemple, sur la langue orale, etc., qui va permettre de comprendre certaines choses en argot. Quelquefois des sites spécifiques pour des usages de l'anglais locaux, que ce soit l'anglais de Glasgow, par exemple, ou l'anglais du Nigeria. Donc, on va s'y référer, mais on ne va pas rentrer un paragraphe entier pour savoir comment la machine l'aura traduit. Voilà, on fait appel à des ressources. Voilà, je voyais un commentaire qui disait ce sont des ressources et pas de l'intelligence artificielle. C'est tout à fait ça. Oui, c'est de la traduction automatique, c'est des logiciels de traduction automatique, mais qui ne sont pas de l'intelligence artificielle. C'est pas du tout la même chose. Après, on peut toujours rentrer une phrase et voir ce que ça donne sur Google Traduction, mais ça ne va pas nous aider beaucoup. Ça ne va pas dénouer. Oui. Là, c'est moi qui suis désolée, effectivement. Donc, la traduction neuronale et de l'IA. Ok. Moi, je n'y connais pas grand-chose en IA, à part que je trouve que c'est un gros mot. Oui, le Urban Dictionary est un dictionnaire. Je m'en suis rendu compte en faisant mais comme on avait démarré sur ma question sur l'outil trad automatique, et je me suis dit que la pure trad automatique, il n'y avait pas le mot intelligence artificielle. Je pense qu'on n'était pas au même niveau de travail. Même si, bien évidemment, l'un de vous dit que derrière une traduction par IA, tout était à refaire, et je pense que là-dessus, on est tous absolument d'accord. Il n'y a aucun doute. Un grand merci, on est arrivé, il est 21h. Je crois qu'Étienne a répondu à la personne qui demandait comment voir l'enregistrement, et il y a eu les réponses. Étienne a répondu. Voilà, il y a même eu des liens. Je crois que Marie-Louise
mis un lien. Donc c'est parfait. Merci à tous et tous. Sandrine, elle dit que pour elle, c'est la même chose, la traduction automatique et l'IA. Ok, et peut-être un jour, on fera un truc sur la traduction automatique, sur l'IA. C'est peut-être un prochain sujet, mais là, ça concerne peut-être plus l'ATLF que la CLF. Je ne sais pas, quoique je crois que vous marchez beaucoup la main dans la main, finalement. Hein. Sandrine, non, pitié. Je comprends. Bonne soirée à tous. Encore un grand merci à Fontaine aux Livres de nous héberger, d'être partenaire de la CLF. Et puis un immense merci à la CLF pour l'organisation de ces merveilleuses rencontres Convergence. Et puis Audrey Lallemand, Anne-Cesse Tourné, Olivier de Solminiac. Je crois qu'on aurait pu rester une petite heure de plus ensemble à vous écouter. C'était passionnant, c'était très riche, très complémentaire. Voilà, merci, un grand merci à vous trois.